Hey, c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter Mes voisins les esprits. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter Mes voisins les esprits, c'était mon chouchou couverture dans ma vidéo What's New de juillet. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous dire si l'intérieur est aussi beau que la couverture. Ce seinen est publié chez Doki Doki, il a été publié à partir de 2018 au Japon, il y a 2 tomes en cours, en France il est publié depuis 2019 et il y a 2 tomes en cours aussi, donc on a rattrapé la publication japonaise. C'est dessiné et scénarisé par Shirotori Ushio, c'est son premier manga donc j'ai pas d'autres informations à vous donner sur l'auteur. La série est entièrement en noir et blanc avec une illustration en couleur au début qui est vraiment très belle, chaque tome coûte 7,50 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Ce manga nous raconte l'histoire de Yashio, une jeune adolescente qui vient d'emménager seule avec son chat Fuku dans une nouvelle maison. Dès le début du manga, on est donc en droit de se demander mais que font les parents à laisser leur gamine toute seule. Si on en sait pour le moment très peu sur sa mère disparue depuis 5 ans, on sait en revanche que son père n'est pas là à cause de son travail d'ethnologue qui le fait voyager pour des missions. Yashio se retrouve donc à emménager seule dans sa nouvelle demeure et le moins que l'on puisse dire c'est que cette dernière n'est pas très rassurante. Réputée hantée dans toute la région, la maison aurait rendu fou tous ses anciens propriétaires et le premier à y avoir habité a tout bonnement et simplement disparu du jour au lendemain en laissant toutes ses affaires derrière lui. On a donc une adolescente qui vit seule avec son gros matou dans une maison réputée hantée, le scénario parfait pour un film d'horreur, mais ici il n'en est rien. Et si malgré les apparences on n'est pas dans un scénario de film d'horreur, c'est surtout grâce à la personnalité très légère et très naïve de notre héroïne. Elle prend beaucoup de distance par rapport à tous les événements paranormaux qu'elle va voir. Elle entend du bruit, ça doit être le chat. Des objets bougent tout seuls, ça doit être des souris. Elle pense au truc, elle a des doutes, mais ces doutes ils durent une seconde. Elle essaye de rationaliser, mais ça dure une seconde, et puis finalement elle rigole un bon coup et elle passe à autre chose. Clairement, cette fille c'est l'inverse de moi quand je suis toute seule dans mon lit le soir et que j'entends un bruit, et là je me dis c'est mon chat, et en vrai je sais que c'est mon chat, mais je me dis aussi ouais, mais peut-être que c'est pas mon chat, peut-être que c'est un brigand qui est venu me détrousser et non me trousser, bande de petits coquins. Mais elle a beau faire comme si de rien n'était, à un moment elle va être obligée de se rendre à l'évidence, il se passe des choses bizarres dans cette maison. Et cette prise de conscience va se passer derrière une trappe que son chat va avoir découvert sur un mur et qu'elle va ouvrir. Non mais clairement, je vous l'ai dit, la fille est sereine, elle voit une trappe dans un mur chez elle, elle se dit tiens, je vais descendre à l'aveugle comme ça dans le noir. Moi clairement, je vois une trappe comme ça dans un mur, je vois un truc qui descend dans un sous-sol, clairement, je me casse à 10 000 km. Elle va non seulement ouvrir la trappe, mais elle va décider de suivre son chat qui s'y engouffre et elle va descendre dans le noir puisqu'elle descend dans un sous-sol et elle va arriver dans une pièce immense qui ressemble à une bibliothèque, et dans cette bibliothèque, elle va trouver un espèce de petit dragon blanc qu'elle va suivre à son tour. Cette fille adore donc suivre des animaux dans des recoins sombres. On remerciera l'auteur de ne pas lui avoir fait croiser la route d'un perverso, ça aurait été quand même beaucoup moins marrant. Elle a beau suivre ce dragon, à un moment il va disparaître et là elle va commencer à avoir peur. Et là j'ai envie de vous dire, enfin! Et elle va donc adopter la réaction que tout le monde aurait dans ce cas-là, c'est faux! Elle va appeler son chat. Oui, tout le monde a cette réaction bien sûr, personne ne se barre en courant, non, tout le monde appelle son chat et son chat va arriver en trottinant avec une espèce de boule dans la bouche, une espèce de petit monstre. Et bien pour moi ça n'a rien de rassurant, mais apparemment elle, ça va la calmer, ça va l'apaiser et elle va reprendre son exploration. Mais son apaisement ne va pas durer très longtemps puisqu'elle va tomber sur un énorme monstre qui va lui dire « Tu veux jouer avec moi ?» Alors j'en profite comme ça entre nous pour vous donner un petit conseil d'amis, mais si un jour un monstre ou accessoirement une petite fille te demande de jouer avec lui ou elle, eh bien casse-toi, hein, ça augure rien de bon en fait, ça se passe jamais bien dans les films, dans les livres, ça se passe pas bien, donc casse-toi, hein, c'est voilà, faut pas aller jouer avec, petit conseil. Et c'est enfin à ce moment-là qu'elle décide d'adopter une attitude normale et va s'en suivre une cavalcade qui va la ramener sur ses pas dans la bibliothèque. Et quand elle va y arriver, eh bien la bibliothèque va avoir un petit peu changé, il va y avoir un espèce d'arbre au milieu et tout va être entièrement inondé. Plus je suis en train de vous raconter cette histoire, plus je me rends compte du côté totalement abracadabrant du début, mais vous inquiétez pas, ça s'améliore beaucoup par la suite. C'est à ce moment-là qu'elle va faire la rencontre du deuxième personnage principal de cette histoire, Moro, qui n'est d'autre que la petite boule de poils que son chat avait dans la gueule quelques pages auparavant, et en fait si ce petit être ne paye pas de mine, eh bien c'est en fait le gardien d'un passage entre deux mondes. Il se trouve que la maison est construite juste au-dessus du passage entre deux mondes, c'est un passage entre notre monde et le monde éternel, c'est un petit peu l'au-delà, un petit peu l'endroit où vont les esprits après avoir vécu sur Terre, et Moro, eh bien c'est le gardien de ce passage. Ce qui explique que la baraque grouille littéralement de bestioles en tout genre.
Immédiatement après avoir fait connaissance, Moro va demander à Yashio de quitter les lieux et si vous avez bien cerné la personnalité de notre jeune fille depuis le début, elle va bien entendu refuser. Et cette fois-ci, contrairement à ce qu'on pourrait croire, son comportement n'est pas du tout irrationnel parce que sa présence dans cette maison à Yashio, c'est pas le fruit du hasard. Elle est là pour trouver des informations sur le royaume des morts. Son père l'a chargée de chercher dans tout le foutoir du premier propriétaire bien des informations sur ce royaume des morts, puisque si vous en rappelez bien, le premier propriétaire de la maison, en fait, il est parti en laissant tout derrière lui. Et donc du coup, le papa de la petite lui a demandé de faire des recherches et quand elle va entendre parler de ce passage vers le monde éternel, de passage des esprits, etc., elle va tout de suite faire le lien et du coup elle va refuser de partir. Dans un premier temps, Moro ne va pas être très content de cette décision, mais il va se dire que finalement elle va peut-être pouvoir l'aider dans son travail et je vous avoue qu'elle va surtout l'aider à faire la cuisine parce que lui il adore bouffer. En tout cas, quelle que soit sa mission, faire la cuisine ou aider Moro à faire passer les esprits dans le monde éternel, eh bien Yashio va pouvoir rester dans cette maison et va commencer alors tout un tas d'aventures avec des êtres surnaturels et c'est ça l'histoire de ce manga et il est vraiment très cool. Contrairement à ce que vous pourriez penser à cause de toutes les petites piques que j'ai glissées ça et là dans mon résumé, eh bien j'ai eu un gros coup de cœur pour ce manga, aussi bien au niveau des dessins que de l'histoire. Comme pour tous mes chouchous couvertures, j'avais d'abord craqué pour la couverture du tome 1 que je trouve juste magnifique et la couverture du tome 2 est aussi un coup de cœur, je la trouve vraiment très belle et j'espère que la couverture du tome 3 sera aussi jolie. À l'intérieur des tomes, on a le plaisir à chaque fois de découvrir une illustration couleur qui est elle aussi très belle, donc c'est vraiment un petit point positif en plus et le dessin est lui aussi très beau. Alors c'est pas aussi beau que les couvertures parce qu'avec les couleurs ça rend vraiment le dessin sublime, mais les dessins sont tous très beaux, les personnages sont très bien faits, on a un large bestiaire avec tous ces monstres issus du folklore japonais et ils sont tous très bien faits. Et puis mon petit coup de cœur va bien au physique de Moro qui correspond totalement à sa personnalité et je trouve que cette petite boule trop craquante avec un petit côté bougon est vraiment bien faite et vraiment bien trop chou. En plus d'avoir des jolis dessins et des beaux personnages tout le long du manga, il y a une petite cerise sur le gâteau, ce sont les pages de chapitres qui sont vraiment très belles, très détaillées, des fois elles sont sur des doubles pages et elles sont vraiment sublimes et je trouve que c'est un plaisir de prendre du temps pour les regarder, pour voir tous les détails qui y sont mis et du coup vous l'aurez compris, j'ai un coup de cœur pour les dessins. Du côté de l'histoire, comme je l'ai un tout petit peu suggéré avec mon résumé, il faut réussir à passer au-dessus de ce côté assez irréaliste d'une jeune adolescente qui habite toute seule dans une maison hantée et du fait qu'elle ne se soucie pas trop des choses surnaturelles qui se passe, c'est vraiment pour planter le décor. J'ai voulu le mettre dans mon résumé parce que je trouvais ça marrant en fur et à mesure que j'écrivais ma vidéo de constater en fait toutes ces choses qui ne font pas peur à Yashio et du coup voilà, je l'ai beaucoup souligné dans mon résumé, mais c'est vraiment au tout début et une fois qu'on a planté le décor et qu'on voit qu'en fait elle ne s'effraie pas pour rien, etc., et qu'il y a des raisons pour lesquelles elle habite toute seule, on rentre tout de suite dans l'histoire et franchement l'histoire est vraiment très cool. Du côté du personnage, comme je l'ai déjà souligné, Yashio a une personnalité très naïve mais du coup très rafraîchissante et c'est assez marrant en fait de voir ses réactions par rapport à tout ce monde surnaturel qui s'offre à elle. Franchement, elle voit des monstres et elle n'arrête pas son quotidien pour autant. Elle se lève, quelqu'un a vidé son frigo, elle ne sait pas qui c'est, mais bon du coup tant pis, je mange pas et je vais à l'école quand même. Vraiment rafraîchissante, j'ai pas d'autres mots quoi, elle se prend pas la tête et elle vit les choses comme elles arrivent et du coup j'aime bien son côté de personnalité comme ça qui est totalement à l'opposé du mien, mais du coup j'aime bien quand même si ça me rappelle quand je lis que peut-être qu'il faudrait bien moins que je me prenne la tête de temps en temps. Mon personnage préféré ça reste Moro, j'adore cette petite boule de poil, je trouve que le design qui lui est fait correspond entièrement à sa personnalité, je trouve que ça colle trop bien et puis j'aime son côté bougon et j'aime surtout son côté glouton, le fait qu'il adore bouffer et que en fait il se sert de Yashio comme cuisinière, je trouve ça vraiment marrant et puis il y a vraiment un gros côté marrant pour l'instant avec ce personnage qui est introduit dans le manga qui serait peut-être un petit peu moins léger s'il n'y avait pas Moro et donc du coup tant mieux. Pour l'instant au niveau de l'histoire ça me fait penser à un tranche de vie assez surnaturel un peu comme Flying Witch, on a des petites histoires qui s'enchaînent avec le fait qu'il faut en fait faire passer des esprits de l'autre côté du passage et en fait il y a plusieurs histoires qui s'enchaînent comme ça mais on sent qu'il va y avoir une intrigue plus grande avec le royaume des morts et avec la recherche de la maman de Yashio et aussi avec un personnage dont je vous ai pas encore parlé mais qui va être introduit dans le tome 1 et qui revient dans le tome 2 et qui est un personnage très mystérieux. Je ne peux pas vous parler de ce manga sans vous parler de l'énorme influence que Ghibli a eu sur l'auteur, je pense. De toute manière, c'est totalement assumé. Il y a de l'influence au niveau des personnages, puisque par exemple le petit dragon fait penser à Haku. Il y a de l'influence au niveau des thèmes, avec le respect de la nature, etc. Et puis il y a de l'influence au niveau des décors et de l'ambiance du manga. Par exemple, il y a des scènes où Yashio va dans le sous-sol, et ça m'a fait penser à des scènes de Mon voisin Totoro, quand les petites en fait explorent la maison et trouvent toutes les petites noiraudes dans le grenier.
voyez, enfin je trouve que ça m'a fait penser à ça, alors peut-être que ça fera pas penser à ça à tout le monde, mais moi ça m'a vraiment beaucoup rappelé l'ambiance des films Ghibli, et je suis une grosse fan, donc ça m'a pas du tout dérangée, et de toute manière c'est totalement assumé, en fait je pense que l'auteur est totalement fan. Par contre au niveau de l'histoire, on n'est pas du tout sur un copier-coller d'un film Ghibli. Après je les ai pas tous vus, mais tous ceux que j'ai vus, ça racontait pas une histoire comme ça, et du coup, eh bien c'est une influence, mais c'est pas un copier-coller, et tant mieux. Si vous avez envie de lire un manga qui parle de yokai et d'esprit, je vous conseille ce manga, une lecture toute douce, parfaite pour l'automne et cette période avant Halloween. Et puis si vous êtes fan de Ghibli et du folklore japonais, je pense que cette série pourrait fortement vous intéresser. J'espère que je vous aurai donné envie de la découvrir, et puis moi ma vidéo est finie, alors je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.